Presque chaque nuit, des nuées d'appareils difficilement détectables traversent la frontière russo-ukrainienne, redéfinissant le rapport de force entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au cœur du ciel européen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'APE Éclair. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble ce qui se joue là-haut, bien au-dessus de nos têtes. Alors, installez-vous confortablement et plongeons directement dans le sujet. Avez-vous remarqué à quel point la confrontation entre l'Ukraine et la Russie a changé de visage ces derniers temps? On ne parle plus seulement de tranchées ou de boue. Non. Aujourd'hui, le théâtre des opérations se déploie dans les airs. Une guerre du ciel s'est installée durablement. Pourquoi ce basculement soudain vers l'altitude? Qu'est-ce que cela change concrètement pour l'équilibre des forces en présence? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, sans jargon inutile et de manière totalement objective. Reprenons depuis le début. Depuis plusieurs mois, la stratégie a évolué. De Kiev à Moscou, le ciel est devenu un immense échiquier technologique. D'un côté, Vladimir Poutine maintient une pression constante. Il cherche à saturer l'espace aérien adverse. L'objectif de Moscou est clair, épuiser les ressources ukrainiennes, frapper les infrastructures vitales et briser la résilience de la population. Mais de l'autre côté, Volodymyr Zelensky a choisi de riposter là où ça fait mal. Comment? En délocalisant le face-à-face directement au-dessus du territoire russe. Vous avez suivi ces impressionnantes vagues de drones qui visent désormais des sites stratégiques, des raffineries ou des centres logistiques jusque dans la capitale russe? C'est un retournement de situation spectaculaire. Qui l'aurait cru il y a encore quelques années? Cette tactique aérienne soulève une question vertigineuse. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller? D'un côté, le Kremlin continue d'utiliser sa puissance de feu massive. De l'autre côté, l'industrie ukrainienne accélère la cadence. Saviez-vous que Kiev prévoit de produire l'équivalent de milliards de dollars de drones d'ici à la fin de l'année? C'est un effort colossal. Mais pourquoi une telle débauche de moyens? Tout simplement parce que dans ce duel technologique, celui qui maîtrise la production de masse l'emporte. Vladimir Poutine pensait sans doute étouffer son voisin rapidement. Il se retrouve aujourd'hui face à un adversaire qui a industrialisé la riposte aérienne. Est-ce que vous vous rendez compte de la complexité logistique? Presque chaque nuit, c'est un balai incessant de machines autonomes qui se croisent dans l'obscurité. Mais alors, quel est l'impact réel de ce bras de fer céleste? Est-ce que cela fait avancer la situation politique? Eh bien, c'est là que le bât blesse. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne semblent prêts à céder le moindre pouce de terrain. Les diplomaties sont au point mort, les discussions sont gelées. À la place, on assiste à un jeu d'attrition pur et dur. Chacun espère que l'autre s'effondrera en premier, économiquement ou socialement. Poutine mise sur l'essoufflement de l'aide internationale et sur l'hiver. Zelensky mise sur l'impact de ses frappes en profondeur pour perturber la machine économique russe et rappeler au Kremlin que la situation a un coût direct pour la Russie. Qui a raison dans ce pari risqué? Telle est la question. Mais regardons de plus près la réaction de Moscou. Face à ces incursions répétées dans son propre ciel, le pouvoir russe durcit le ton. Il dénonce des provocations inacceptables et menace régulièrement de représailles d'une ampleur inédite. Mais sur le terrain, l'efficacité des boucliers protecteurs russes est régulièrement mise à rude épreuve. Quand des centaines de drones convergent simultanément vers des zones urbaines ou industrielles, la défense s'avère complexe et extrêmement coûteuse. Vous vous demandez sûrement comment tout cela se finance, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la complexité de l'équation. D'un côté, la Russie s'appuie sur ses immenses rentes énergétiques et ses partenariats extérieurs. De l'autre, l'Ukraine bénéficie de soutiens logistiques et financiers occidentaux tout en essayant de capitaliser sur ses propres innovations industrielles. Et au milieu de tout ça, comment réagit la population civile? C'est la grande oubliée de ce match en altitude. Qu'il s'agisse des habitants des grandes villes ukrainiennes ou de ceux des régions russes touchées par ces vagues de drones, la tension est devenue le quotidien. Comment vit-on quand, à tout moment, le ciel peut se déchirer? C'est une pression psychologique permanente. Les alertes se succèdent, les nuits sont courtes. Pourtant, curieusement, ni la résilience ukrainienne ne s'atténue, ni la contestation en Russie ne parvient à renverser la table pour l'instant. Le verrou politique tient bon des deux côtés, renforcé par la peur et la logique implacable du conflit.
Mais approfondissons un peu la perspective économique de ce duel à haute altitude. Pensez-vous que les sanctions internationales suffisent à paralyser la machine de guerre de Poutine? La réalité est bien plus nuancée. Moscou a su réorienter ses flux commerciaux vers de nouveaux partenaires asiatiques. Les revenus tirés des hydrocarbures, le pétrole et le gaz, continuent de financer en grande partie l'effort technologique du Kremlin. En face, l'économie ukrainienne respire grâce à l'oxygène des subventions occidentales, mais elle navigue à vue. Les infrastructures énergétiques subissent de colossaux dégâts à chaque frappe ciblée. Reconstruire entièrement un réseau électrique au milieu des alertes constitue un défi herculéen. Comment tenir sur la durée face à un adversaire aussi patient? C'est la question que se posent tous les experts, à Bruxelles et à Washington. Abordons maintenant un autre angle crucial de cette confrontation, la bataille des récits et de la communication. Les bilans officiels s'entrechoquent. D'un côté, les autorités ukrainiennes communiquent sur les cibles touchées en profondeur en Russie, cherchant à prouver que la distance ne protège plus le centre du pouvoir. De l'autre, le ministère russe de la Défense affirme qu'il intercepte la quasi-totalité des vecteurs ennemis, minimisant systématiquement l'impact des dégâts au sol. Qui croire au milieu de ce brouillard informationnel? C'est tout le piège pour le spectateur ou le citoyen qui essaie de démêler le vrai du faux. La guerre psychologique est devenue aussi importante que la technologie embarquée dans ces machines volantes. Penchons-nous aussi sur le rôle pivot des alliés occidentaux de Kiev. Fournir des équipements sophistiqués ne suffit pas. Il faut former les équipes, aider à la réparation et à la maintenance du matériel, et surtout approuver l'utilisation de ce matériel au-delà de la frontière pour frapper des cibles en Russie. Les capitales occidentales avancent sur un fil extrêmement ténu. D'un côté, elles veulent aider l'Ukraine à ne pas plier. De l'autre, elles redoutent par-dessus tout une extension incontrôlable du conflit vers un affrontement direct avec l'OTAN. Jusqu'où les partenaires de Zelensky accepteront-ils de financer cette stratégie aérienne offensive? C'est un sujet de crispation permanent dans les coulisses diplomatiques. Et pendant ce temps, sur le terrain terrestre, la situation ressemble à un immense statu quo sanglant. Les lignes bougent au compte-gouttes. Les avancées se mesurent en mètres au prix d'efforts surhumains. Et c'est précisément pour surmonter ce front terrestre bloqué et extrêmement coûteux en vies humaines que les deux camps ont reporté leurs espoirs sur la dimension aérienne. Poutine espère que la terreur venue du ciel finira par briser la volonté ukrainienne de résister. Zelensky espère quant à lui que la pression exercée sur le territoire russe créera un électrochoc politique chez les citoyens. Pour l'instant, les deux dynamiques se neutralisent mutuellement. Aucun des deux dirigeants ne dispose de la solution miracle pour l'emporter définitivement. Examinons maintenant les perspectives à moyen terme. Est-ce que cette confrontation aérienne peut mener à une ouverture des négociations? Certains analystes le pensent. Ils estiment que l'épuisement progressif des stocks de matériel et l'usure psychologique des populations pousseront tôt ou tard les belligérants à rechercher une issue politique. Mais d'autres, au contraire, redoutent une institutionnalisation du conflit, une sorte de guerre froide permanente où les drones et les appareils autonomes continueraient de s'affronter nuit après nuit, indéfiniment, sans vainqueur ni vaincu. Quel scénario vous paraît le plus crédible? C'est un choix lourd de sens pour l'avenir de toute la région. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous? Est-ce que ce duel aérien va finir par forcer les deux dirigeants à s'asseoir autour d'une table? Pour l'instant, rien ne l'indique avec certitude. Au contraire, chaque camp cherche à marquer des points décisifs avant d'éventuelles ouvertures diplomatiques. Poutine espère reprendre l'avantage sur le front terrestre, tandis que Zelensky tente de prouver que la supériorité aérienne n'est plus un monopole russe. C'est un jeu de poker menteur à l'échelle internationale. Quelle carte reste-t-il à jouer? Probablement l'innovation technologique, la capacité à tenir sur la durée et la solidité des alliances économiques de part et d'autre. Prenez un instant pour y réfléchir. Pensez-vous que cette stratégie aérienne puisse réellement faire plier un pays aussi vaste que la Russie? Ou bien est-ce que cela ne fait que prolonger l'impasse politique dans laquelle s'est engouffrée toute la région? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez et d'en discuter avec vous. Voilà, on a fait le tour de cette actualité brûlante pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce décryptage, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à liker pour soutenir le travail. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse de l'actualité politique. À bientôt!